là c'est bon, on a le petit message. Voilà, voilà. Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette rentrée. Et nous voici donc de suite dans le vif du sujet. Voilà, ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, impeccable. Eh bien, écoutez, je pense que pour cette rentrée, nous allons redonner la parole à nos libraires favorites. À vous, mesdames. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, on va vous parler donc de 4 livres, donc 2 par mois et puis 2 par Thérèse. Puis nous avons Marie-Paul Bécry qui a accepté notre invitation pour parler de ces 2 ouvrages, donc à l'écoute de nos profondeurs. Donc voilà. Donc un moment d'échange autour de livres en astrologie. Alors pour cette reprise, pour cette rentrée, on va commencer. Marc, je ne sais pas si vous pouvez mettre le livre. Voilà, donc on va commencer par un livre de Jean-François Berry, le chant de la résonance. Donc c'est un livre déjà qui a depuis 2007. Il faut savoir que son auteur est décédé. Il est décédé en 2020. Mais c'était un astrologue qui a découvert l'astrologie en 1974, l'astrologie humaniste en 1979, et sa rencontre avec Alexandre Ruperti, porte-parole de la pensée de Rudyard. En 84, il est le cofondateur avec Rudyard et Ruperti du réseau astrologie humaniste. Donc, il n'est pas astrologue tout de suite, hein, il est quand même d'abord historien. Il a le don de relier les cycles planétaires aux éléments mondiaux. Puis tout doucement, il se tourne vers l'astrologie. Et il a écrit donc ce livre, Le chant de la résonance, qui a plutôt un but sur, je dirais, la santé de l'âme, la santé du corps, la santé de l'esprit. Il fait, alors bien sûr, il fait une description des signes, des planètes, mais il part tout de suite, je dirais, sur un lien psychologique, un lien vraiment de profondeur. Il axe sur la santé, le lien avec les signes et puis les organes. Donc, il a vraiment tout de suite, au niveau des bases, il met le tempo qu'on parle de santé. Donc, ce n'est pas un livre où on va simplement apprendre la symbolique des signes, des planètes, des maisons, mais tout de suite, il y a le chant, comme dit le chant de la résonance, le lien avec la santé, le lien entre notre âme, notre esprit, notre corps. D'ailleurs, quand il fait à chaque fois le lien, par exemple pour les planètes, il met que le Soleil est la fonction de la force vitale, la Lune, c'est la fonction de l'adaptation, Mercure, c'est notre système nerveux, Vénus, la peau et le système hormonal, Mars, la libération de l'énergie et le sang, Jupiter, le système hépatique, Saturne, la peau et les os, Uranus et les lignes à haute tension, Neptune et les états psychiques, Pluton et le cœur du noyau. Donc à chaque fois, il fait le lien, comment se garder en santé, comment aussi nourrir notre âme, notre cœur, notre corps autrement. Et puis, on a voulu aussi mettre un peu des livres avec la santé. On est quand même veille de pleine lune, dans l'énergie de la Vierge. C'est comment je me garde en santé également. Donc, on voulait un petit peu vous faire découvrir un livre qui parle de profondeur, de se soigner, de conscientiser aussi qu'on peut faire ce lien de signes planètes avec la santé. Et il appuie également sur la dynamique des passeurs. Donc là, on n'est pas sur les planètes. La dynamique des passeurs, pour lui, c'est le lien avec la lune noire, avec Chiron, avec l'axe des nœuds. Et il appuie beaucoup sur santé de l'âme, santé du corps, santé de l'esprit et le mal-être aussi
que l'on a, qu'on n'a pas forcément conscience et qu'à la découverte de son thème, on peut aussi conscientiser. Donc, c'est un livre dense, riche, qui nous permet aussi d'aborder tout de suite l'astrologie en prenant soin de sa santé. Donc voilà pour ce premier livre, le chant de la résonance de Jean-François Berry, qui nous a quittés, mais qui nous laisse, je dirais, un livre de base et de profondeur que tout le monde peut feuilleter ou lire pour enrichir ses connaissances. Alors, il fait, en livre neuf, il fait 22 € et les éditions, c'est Béranger. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, si vous avez eu l'occasion déjà de le lire, de le feuilleter, si vous avez des remarques. Non ? Vous pouvez prendre la parole ou formuler vos questions par écrit. Il n'y a pas de souci. C'est possible. C'est une bonne base hein, au niveau de la santé, au niveau des organes. On retrouve quand même, au niveau de la répartition des corrélations entre planètes et organes, les bases. Hein. Oui, oui. Il est. D'ailleurs, il met dans la description de chaque planète, par exemple, là, il met un niveau biologique. Donc, on sent tout de suite dans l'écriture que, voilà, ce n'est pas simplement la symbolique ou la personnalité des signes ou des planètes. On a vraiment, voilà, biologique, psychologique. Donc, on est tout de suite. Le tempo est donné dès le début du livre. Voilà. Je l'ai trouvé passionnant. Hein. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Oui. Je prends la parole, Anne. Voilà, bien sûr, allez-y. Et il y a beaucoup de dimensions, beaucoup de profondeur. Il y a la psychogénéalogie qui compte beaucoup aussi dans ce livre. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, c'est pour ça, c'est un livre riche, dense, qui permet aussi d'aborder autrement aussi l'astrologie. Brigitte demande s'il a écrit d'autres livres. Alors, celui-là, normalement, avait un deuxième tome, mais je n'ai pas de maison d'édition. Il y aurait un deuxième tome sur les passeurs, justement. Mais je ne sais pas s'il a été auto-édité parce que je n'ai pas trouvé de maison d'édition. Donc, je ne peux pas l'assurer qu'il a été édité, mais je sais que normalement, il y avait un deuxième tome qui était prévu. Oui. Et à part ces deux tomes, il n'a pas fait d'autres ouvrages? Après, il a fait de noms propres. Non, après, il a fait beaucoup de recherches. Il a peut-être fait des textes, des récits. Je sais que certains astrologues qui ont travaillé avec lui le mettent en avant, hein, voilà, de sa richesse. Mais c'est vrai qu'après, en tant que libraire, c'est vraiment le livre qui est mis en avant, je dirais, par les maisons d'édition en astrologie. C'est vrai que c'est quelqu'un, enfin, moi, personnellement, Jean-François Berry, on en entend régulièrement parler, et on s'aperçoit en fait que heureusement qu'il y a le livre quelque part pour prolonger un petit peu cet enseignement, parce qu'à partir du moment où la personne n'est plus là, hormis les personnes qui en parlent, il n'y a pas la trace de ce savoir et de la possibilité du partage. Et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment mettre en avant ce livre qui, alors il n'est pas neuf, mais il n'est pas connu. Je dirais, on ne le sort pas facilement. Voilà. Donc, et nous, on le voit là à l'heure de la rentrée. En tant que libraire, on prépare déjà les fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup de choses sur le général de l'astrologie et des livres comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et par contre, quand il était vivant, une fois par mois, à la nouvelle lune, il rédigeait les petits potins de la comète. Donc, je ne sais pas si certaines personnes ont eu l'occasion de l'entendre, d'écouter. Alors, quand vous tapez sur les réseaux sociaux son nom, vous trouvez encore des choses hein, sur lui, sur ce qu'il a pu faire, avec les astrologues aussi qu'il a travaillé. Donc, on trouve encore son travail. Mais voilà, il écrivait, à mon avis, beaucoup de textes, beaucoup de choses comme ça. Mais le livre de référence, c'est celui-ci que nous avons trouvé en tant que libraire. Voilà. Tout à fait, tout à fait.
Alors maintenant, Thérèse va vous présenter un autre livre. Oui, bonjour à tous. Eh ben, moi, je vais vous présenter, toujours dans le domaine de la santé, mais un livre de Josette Déthaleuil. Alors, peut-être que vous la connaissez, vous l'avez rencontrée. Alors, Josette Déthaleuil, donc ses amis l'appellent Jo. Elle est née le 10 septembre 1943, donc demain, vous pourrez avoir une pensée pour elle, c'est son anniversaire. Alors, c'est pas voulu, c'est vraiment une coïncidence. Elle a commencé ses études astrologiques à Nice en 1980. Elle a suivi les cours de Jacques Berton par correspondance, donc par l'ESAP, l'École supérieure d'astrologie de Paris. Et elle a présenté un mémoire qui a été publié en 1996 par les éditions Mortagne sous le titre « L'astrologie expliquée à l'enfant », qui aujourd'hui est de nouveau édité par le biais d'Amazon et les éditions Lulu. En 1990, elle s'installe à Bordeaux. Elle enseigne l'astrologie à l'Université du Temps Libre pendant 3 ans. Et en 1993, elle crée sa propre association qui existe toujours aujourd'hui. C'est l'Atelier d'astrologie d'Aquitaine, AAA. Et c'est vrai que lors d'une intervention à l'AVDAF, elle était présente et grâce à notre échange et par l'intermédiaire de Marc, eh bien, on a pu avoir ses livres. Voilà, en vente à la librairie également aujourd'hui. Alors, son livre « Initiation à l'astrologie médicale », il paraît après celui de l'astrologie appliquée à l'enfant. C'est un sujet qu'elle affectionne. Alors, elle ne se prétend pas médecin, hein, elle ne remplace pas le médecin, mais c'est plutôt dans un esprit de recherche. Et son objectif est d'apporter la sérénité, l'équilibre et non le trouble et le désordre. Ça, c'est ce qu'elle dit. Donc, prendre soin de notre corps, c'est indispensable, c'est-à-dire connaître notre terrain, nos fragilités, et bien souvent aussi percer la psyché humaine. Hein, c'est-à-dire, ce livre, il est décomposé en 4 parties. Alors, le premier, c'est un état des lieux, c'est-à-dire qu'elle travaille la constitution physique, psychique et l'hérédité, donc bien sûr de manière astrologique. La deuxième partie, c'est les études des éléments majeurs du thème, c'est-à-dire maison, signe, planète, éléments, hein, tout ça. Alors, c'est un vocabulaire assez simple et qui permet de travailler. C'est un livre qui permet le travail, c'est-à-dire c'est une initiation, c'est des mots-clés, ce sont des mots-clés, et puis tout ça associé, eh bien, ça nous donne l'envie d'aller plus loin. Vous voyez, c'est vraiment une recherche en même temps. Alors bien sûr, le meilleur moyen, c'est de travailler sur son propre thème et d'aller à la découverte de son corps, de ce qui se passe en nous, de nos fragilités, et puis comprendre aussi et mettre du sens ce qui est transmis familialement aussi. Hein. Il y a des familles où l'hypertension est un terrain, le diabète, cardiovasculaire, enfin voilà, ça permet de comprendre et de relativiser nos peurs aussi. Voilà. Le troisième chapitre, c'est les éléments secondaires du thème, c'est-à-dire, alors là, il y a les degrés critiques, les étoiles fixes, les encadrements, la lune noire, les nœuds lunaires, les signes interceptés, les parallèles de déclinaison. Et ensuite, en 4e chapitre, vous avez l'interprétation avec des exemples. Et c'est un livre qui est bien détaillé et qui est, une fois qu'on se prend au jeu de l'astrologie, on se spécialise au médical. Voilà. C'est vrai que c'est un livre qui donne des clés. Oui, c'est parmi, parce qu'il y a de nombreux livres astrologie médicale, mais celui-là, il est assez simple et puis il y a une méthodologie et donc ça permet vraiment
même à des personnes, moi je sais qu'il y a un monsieur qui s'intéressait à la santé et il voulait de manière astrologique. Et alors bien sûr, ça demande une implication personnelle, hein, mais avec son thème, eh ben, il s'intéresse et puis il se découvre. Alors après, c'est vrai qu'en plus de ça, la notion de médical est un petit peu délicate parce que Oui. hein, la médecine, ils n'aiment pas trop qu'on y touche, surtout par les astrologues, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui. Et donc c'est pour ça l'astrologie qu'elle dit tout médicale, de suite. c'est un peu sensible comme titre, mais en même temps, on est dans mieux se connaître, on est dans mieux prendre soin. Donc, je veux dire, il n'y a pas de... moi, de toute façon, j'ai toujours trouvé... Enfin, il est évident que l'astrologie est complémentaire. Hein. On ne soigne pas, mais on peut prendre soin grâce à la connaissance astrologique. Oui, apprendre à mieux se connaître. Et puis la santé est primordiale parce que si on n'a pas la santé, on ne peut rien faire. Donc, prendre conscience de ces mots, ça permet aussi d'anticiper parfois aussi plutôt que de faire la politique de l'autruche. Voilà. Est-ce que vous connaissez ce livre? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que... Moi, j'ai lu celui pour appliquer aux enfants, qui est très bien. Oui, très très bien, oui. Qui est un pilier de l'astrologie adaptée aux enfants. Oui. C'est vrai qu'en français, l'astrologie appliquée des enfants, c'est vraiment, il est bien fait. Et il permet de découvrir l'enfant, il y a le vocabulaire et pour la découverte du thème de l'enfant. Oui. Et pas d'un adulte. Il est vraiment bien fait. Il y a un côté pédagogique chez Josette Bettaloy. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle a recherché, qu'elle a pratiqué et qu'elle est toujours en recherche. Et c'est ça qu'on ressent à la lecture de ses livres. Parce que là, je veux dire, l'astrologie médicale, initiation, c'est de la même veine. J'ai l'impression que on voit que c'est la même personne qui est derrière dans sa façon de parler et de s'expliquer. Puis elle partage son expérience. On sent que c'est du vécu en même temps. C'est pas, voilà, c'est pas que, je dirais, de l'apprentissage ou un enseignement. Derrière, il y a aussi une application personnelle. D'ailleurs, les deux livres là qu'on vous a présentés, je dirais, avec des angles sur la santé, alors ça n'a rien à voir, mais c'est aussi de mettre en éveil aussi que par le thème aussi, on peut se garder ou prendre soin de sa santé. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi amener ces deux livres-là sur des visions, prendre soin de soi. Voilà, hein, on ne va pas, je dirais, médical pour médical, mais aussi, voilà, comment je peux me soigner autrement, comment dans un thème aussi, je peux faire le lien avec ma santé. Moi, j'ai toujours dit que le premier soin par rapport au corps, c'est la prévention. Et je pense que le fait de mieux se connaître, c'est quelque chose justement qui permet sûrement de se mettre à l'abri de tout un tas de petits malheurs de santé. Voilà. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres livres, après en lien avec l'homéopathie ou les médecines douces, mais là, quand même, c'est le lien avec des médecines aussi, l'astrologie et je dirais, les organes, le corps. On a vraiment, il y a une logique, quoi. C'est pas juste tirer ça de mon chapeau. Il y a vraiment un lien et puis une explication. Ils expliquent aussi, que ce soit Berry ou Bettaloy, ils expliquent pourquoi ils ont fait ce cheminement-là. Voilà, donc on sent qu'il y a vraiment, je dirais, une recherche, une implication de leur expérience aussi. Il y a une implication personnelle aussi. C'est ça. Oui. D'ailleurs, ce livre, il est paru en 2009. Hein. Oui, je dirais c'est des bons livres de base. Hein. C'est quand même, c'est des livres de fond pour nous. Même si ils ne sont pas sortis, je dirais, tout de suite, ils ont de la bouteille, mais ils ont fait leurs preuves. C'est des livres, quand on fait de l'astrologie ou un cheminement, c'est de bons livres de fond. Je pense qu'avec le livre précédent de Jean-François Berry, ça sûr. fait une belle paire pour s'initier à cette partie-là. Hein. Bien sûr, tout à fait.
C'est Et pour ça. alors, je crois que c'est elle qui s'auto-édite. Enfin, il y a. Oui, voilà. Oui, Elle oui. parle par les éditions Lulu, qui est de l'auto-édition. Et donc, grâce à l'intervention De l'AFDAF, de Marc. à livre ouvert, Marc, Josette nous a contactés et puis on a trouvé une possibilité. Voilà. Et donc, on vend ses livres à la librairie. Voilà. Il en est de même pour Marie-Paul Bécry. Ben Merci. oui, Voilà, on peut vendre sur l'île également ses livres directement à la librairie. Et moi, je trouve que même si c'est de l'auto-édition, en tant qu'astrologue, comme on est spécialisé en astrologie, d'être en librairie pour un livre ou pour un astrologue, c'est quand même, je dirais, valorisant. Oui. Voilà. Il y a vraiment. C'est un petit peu sa place aussi, quoi. Ben, C'est la place du livre. C'est pour ça que nous, on est, voilà, quel qu'il soit l'éditeur, c'est aussi de montrer que ça aussi, ça existe. Voilà, qu'il y a du fond aussi, parce que nous, c'est ce qu'on fait, attention à ça. Parce qu'il y a beaucoup de livres là qui sortent, et c'est surtout le fond qui est important, le contenu des livres également. Et là, vous avez quand même 2 bons livres de base sur la thématique de comment je me garde en santé. Et alors, le nombre de pages et le prix? Vas-y. Alors, pour Josette Bétaloy, il fait 206 pages. Ah, j'ai eu peur, je crois que c'était les euros, dis donc. Non, et il fait 19,50 €. En livre neuf. 206 En euros, livre 19 neuf. pages. Eh ben, Ça dis va. donc. Et pour Berry, il y a 344 pages et il fait 22 €. Pour lequel? Pour Le livre celui précédent. de Berry. De Berry. J'ai pas vu celui-là. Ah, c'était ben, le il faut arriver. premier. Ah, Bonjour Myriam. Bonjour. Il me Regardez, semble, j'ai reconnu attendez. la voix. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. C'est celui-là? C'est Voilà. Ah oui, celui-ci, Jean-François Jean-François Berry, le chant de la Berry. résonance. Mais Voilà. de toute façon, tous les livres de l'atelier de ce soir, vous pourrez les retrouver sur le site du Monde d'Uranie, qui voilà. les mettent à jour à chaque fois sur leur site. Hein. Voilà. Même pour ceux qui ont raté. Brigitte Oui, demande aujourd'hui. Qui s'était parti à la Ducasse. Brigitte demande aujourd'hui, Josette Bétaillol travaille-t-elle encore particulièrement sur le volet médical? Il faudrait directement, vous pouvez lui envoyer un site. Oui, vous tapez Astrologie d'Aquitaine et puis vous lui envoyez un mail et lui posez. Elle va vous... Voilà. Alors, je sais qu'elle aime bien. Qu'est-ce qu'elle donne des cours là? Oui, mais sur le médical, vaut mieux. Soit vous appelez directement, parce que je sais que moi, j'ai réussi à la voir au téléphone, tout simplement, ou lui envoyer un mail et elle vous répond. Mais je sais qu'elle est plus, comme elle est de la vieille école, comme on dit, elle préfère le téléphone. Oui. Voilà. Oui. Donc, je vous invite à appeler. Elle n'a pas 30 ans, quoi. Oh non, oh non. Voilà. Mais justement, d'ailleurs, elle a quelques années, mais elle a toujours le. Mais il y a une connaissance. Voilà, il y a vraiment une connaissance. Puis, il faut profiter qu'elle est encore là pour nous partager son savoir. Parce que, comme le disait Marc, pour Jean-François Berry, heureusement qu'on a des écrits. Parce qu'il y a une richesse, il y a une profondeur et de faire le lien entre la biologie, la psychologie, l'âme, le corps. Aujourd'hui, ça semble évident parce qu'on parle beaucoup de ça. Mais en 2007, c'était moins évident. Il faut se remettre aussi dans les années 2007. Aujourd'hui, on est en 2022. Hein. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, c'est normal. Mais en 2007, d'aborder le point biologique, le point psychologique, les passeurs d'âme. Je sais encore que Chiron, pour certains astrologues, ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, hein, c'est pour ça qu'en s'appuyant sur ces écrits, on redécouvre aussi des choses. Alors, je pense que c'est important d'en profiter parce que je l'avais rencontrée à Bordeaux, là, à leur dernier congrès. Et c'est vrai qu'elle commence à prendre de l'âge. Elle a toujours, évidemment, cette même passion pour l'astrologie et elle a toujours des projets plein la tête. Mais elle disait qu'au niveau des yeux, c'était un petit peu plus compliqué, etc. Voilà. Donc, elle a essayé de voir si quelqu'un pouvait prendre des notes, etc. Mais
Voilà. Mais c'est sûr que c'est une passionnée. Voilà. C'est une passionnée, oui. Ça, si, par téléphone, si vous l'appelez, ah oui, prévoyez minimum 1 heure. Mais c'est un plaisir, quoi. On sent que c'est un partage. Elle se force pas, quoi. Elle transmet son savoir. Voilà, c'est vraiment voilà. Donc, vous parlez de Josette Beltaloy. Oui. Bétaillol. Oui. Voilà, Bétaillol. Le nom est écrit sur la diapo en bas. Oui, ben, j'ai un livre d'elle il y a au moins 30 ans que je l'ai lu. Oui. Voilà. C'est ça. Bonjour, vous m'avez entendu? Oui, bonjour. Jacques Medge. Voilà. Bonjour Marc, et merci de ne jamais m'oublier. Bonne soirée. Allez, je vous écoute. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous êtes le bienvenu. Eh bien, c'est bien. Okay. Alors, après la santé, on a voulu mettre un petit peu en lumière Mercure rétrograde, qui va rétrograder à partir de demain avec la pleine lune. Hein. Actuellement, Mercure est en balance. Il ne faut pas oublier que c'est le maître aussi de la Vierge. Donc, on a voulu aussi, en cette rentrée, faire des liens, des ponts aussi avec l'énergie du moment. Et en cette veille de pleine lune où Mercure va rétrograder, on voulait mettre en avant ce livre de 2 Anglaises. Alors, on sait aussi, c'est un petit clin d'œil, quand on avait préparé nos critiques, on ne savait pas que la reine allait décéder. Donc, voilà, c'est aussi... ce livre est traduit en français par 2 Anglaises, donc Jasmine Bolland et puis Kim Farnell. Il faut savoir que leurs sites sont en anglais, mais quand vous allez sur leur site, vous cliquez sur français, tout est traduit. Donc à ce niveau-là, pour ceux qui ont un petit peu de problème avec l'anglais, vous pouvez, il y a une traduction en français qui est faite facilement. Donc là, on aborde Mercure rétrograde, donc en signe, en maison, donc dans les 12 signes, dans les 12 maisons. Le lien aussi avec les planètes, donc quand c'est en conjonction avec les aspects, hein, parce que là, on sait que Mercure est en balance, il va rétrograder pendant un moment, il va aller jusqu'à la fin de la Vierge, et puis avec l'équinoxe d'automne, le soleil rentre en balance, et puis il y aura cette conjonction. Donc elles expliquent tout ça avec des mots simples. C'est pas, je dirais, c'est vraiment, voilà, on commence l'astrologie, on a envie de voir un petit peu qu'est-ce que peut faire Mercure rétrograde. Donc elles sont pas dramatiques, elles essayent aussi de positiver. Il faut savoir que c'est des astrologues anglaises, hein, donc la philosophie anglaise n'aborde pas aussi de la même façon l'astrologie que, je dirais, les astrologues français. Donc, il y a un côté, même si vous allez sur leur site, beaucoup plus léger, beaucoup plus moderne, tendance. Alors, on a l'impression que c'est léger, mais en fait, il y a aussi beaucoup de profondeur, beaucoup de connaissances et de conseils derrière. Alors, Jasmine Bolland, elle est très dans la Lune, très dans Mercure. Elle fait, voilà, ils font même des petits mots, des petits messages. Elle utilise vraiment, voilà, elle est dans l'instant présent avec la connexion des planètes. Tandis que Kim Farnell, elle est plus, je dirais déjà, elle a une maîtrise en astronomie culturelle et en astrologie. Donc, on a beaucoup plus de culture, beaucoup plus de fond. Il y a des textes, elle écrit des textes sur des thématiques, elle présente des auteurs anglais ou des thématiques, par exemple sur Saturne, voilà, par rapport à l'enfant. Donc, il y a beaucoup plus, c'est moins dans l'actualité, mais c'est plus des textes de fond. Donc, elles sont vraiment, je dirais, dans un livre pratique qui peut servir quand on commence l'astrologie ou quand on a envie aussi de s'ouvrir à une lecture un peu plus moderne, un peu plus contemporaine aussi, hein, parce que ce sont je dirais, des astrologues modernes. Hein, donc, on n'est pas dans du Ruperti, dans du Rodiard, on est vraiment dans une lecture et une écriture moderne. Donc, elles ont vraiment
voilà, contemporaine. Et je vais vous lire un petit passage, justement, comme là, Mercure est en balance. Je vais vous lire le Mercure en balance, un petit, comme ça, vous allez pouvoir un petit peu voir comment elles abordent. Donc, même en rétrogradation, elles mettent les bons côtés de Mercure rétrograde et elles font ça pour chaque signe. Donc, vous avez les bons côtés de Mercure rétrograde en Bélier jusque le Poisson. Donc là, je vais vous lire un petit peu ce qu'elle propose pour les rétrogradations de Mercure en Balance. Les anciennes amours qui reviennent dans notre vie sont clairement un des côtés les plus positifs de Mercure rétrograde. Si tant est qu'on en ait envie, elles peuvent ressurgir et mener à une réconciliation ou nous aider à tourner la page. D'ailleurs, si vous souhaitez vraiment raviver une ancienne flamme, n'attendez pas de tomber dessus par hasard. Quand Mercure rétrograde en Balance, le ciel vous donne son accord total pour reprendre contact. Cela dit, il n'est jamais garanti que ça fonctionne. Balance est le signe associé à l'équité et à la justice. Quand Mercure y est rétrograde, vous avez une chance de redresser des torts ou au moins d'agir de façon équitable. Les anciennes rancœurs et des problèmes relationnels peuvent aussi refaire surface, ce qui peut parfois s'avérer positif et vous permettre d'accepter et de régler des problèmes que vous refusez d'affronter. Il est fort probable qu'accepter de mener une discussion difficile soit plus facile et plus productif que de l'éviter. Cette discussion pourrait même ne pas s'avérer nécessaire si vous écoutez ce que votre partenaire a à vous dire, en réglant vos différends et en réparant vos liens. Vous renforcerez votre relation. Et après, elle donne des petits conseils, 5 choses à faire attention à. Donc voilà, vous voyez, il y a un côté plus positif. Voilà, elles ne sont pas dramatiques, il va arriver ça, ça, ça. Elles essaient quand même d'apporter, je dirais, un coin positif. Et le livre est comme ça, il est empreint de positivité, même si cette planète est rétrograde. Qu'est-ce que je peux faire? Elle dédramatise. Voilà, c'est vraiment, je dirais, un livre agréable à lire et puis de voir une autre vision de ce Mercure rétrograde. Donc, il coûte 18 € en livre neuf et il a, je vais vous dire, 225 pages. Donc, voilà. Et est-ce que vous avez une idée de pourquoi elle a sous-titré son livre « Guide pratique pour transformer le chaos à votre avantage » ? Parce que quand Mercure est rétrograde, souvent on dit il y a des problèmes de langage, des problèmes de s'accorder, des problèmes. Donc je crois que c'est pour ça qu'elles ont utilisé, comme je dis, ce sont des Anglaises, hein, c'est des. Il y a quand même cet humour anglais qui est là de dédramatiser les choses. Donc je crois que voilà, il y a vraiment. Voilà, c'est un livre qui… Positiver, mais tout en ayant conscience de la réalité des choses aussi. Voilà. Hein, ou du sérieux, de la gravité, parfois des problèmes aussi. Hein. Voilà, d'essayer d'avoir un angle différent, voyez, que certains livres où c'est catastrophique, c'est aïe aïe aïe, voilà. Là, voilà, ben, c'est pas parce qu'on a Mercure rétrograde dans un thème où on transite que on peut rien faire. Voilà, donc je crois que c'est cette vision-là qu'elles ont voulu apporter aussi. Même quand Mercure est rétrograde, je peux aussi m'investir dans quelque chose. Et c'est vrai que la rétrogradation, elle a tendance à avoir un petit peu une image de frein, de complications, de mauvais moments à passer. Hein. Allez, je suis tout à fait d'accord pour positiver un petit peu, d'autant que ça permet aussi de prendre du recul, de mieux comprendre, de repartir sur des bases un petit peu plus conscientes et sereines. Tout à fait. Oui, il y a beaucoup d'astrologues qui mettent sur le compte d'un Mercure rétrograde tous les problèmes qu'ils ont, de l'électricité jusqu'à la…
Voilà. Alors qu'en fin de compte, ils sont juste pas dégourdis, quoi, en fait. Enfin, il faut un coupable. Ben, Mercure, il arrive bien là, bien souvent. Voilà. Donc, on s'était dit, voilà, que c'était aussi une bonne façon de donner une autre changer vision. le regard un peu aussi Voilà. sur Mercure rétrograde ou sur les planètes rétrogrades. Ça demande une introspection davantage. Voilà. Puis comme on est dans la lunaison vierge, on est demain dans l'axe quand même poisson vierge, et puis Mercure est quand même le maître de la Vierge. On s'était dit, voilà, un livre qui met Mercure rétrograde en phare. Vous avez beaucoup de livres sur les rétrogradations, et notamment vous avez les rétrogradations du Budget, qui est une référence. Là, on a quand même un livre sur Mercure rétrograde. Hein. Oui, puis de façon plus, vous voyez, littérale, quoi. On le lit. On n'a pas besoin d'être. Alors, si on est passionné d'astrologie, c'est sûr qu'il va nous sembler léger, mais en même temps, on apprend aussi des choses. Voilà. Même si on ne fait pas d'astrologie, ça peut être un livre qui peut porter une attention, si vous voulez. Voilà. Puis la couverture, vous voyez, une belle couverture attractive. Hein. Et c'est comme elle le dit, ça peut être un guide pratique. Voilà, ça. Tout à fait. Donc, c'est pour ça. Voilà. Et puis Thérèse, elle va terminer avec un dernier livre. Alors moi j'ai pris, comme on est en Vierge, bien souvent les formations commencent, on fait le point, on s'oriente, on choisit. Et donc un classique, la Symphonie du Zodiaque de Luc Viger. Je sais que l'AFDAF est connu, les astrologues le connaissent, mais il demande encore à être découvert. Et donc, ce livre, il est paru en septembre 2000 aux éditions de Janus. Donc, Luc Viger, c'est un scientifique, docteur en sciences, plutôt biochimiste. Il a travaillé à l'INRA, à l'Université de San Francisco. Et puis, en même temps, à 14 ans, il se passionne pour le langage de l'astrologie et surtout de la symbolique. Et il se familiarise donc avec les deux langages, aussi bien la science que l'astrologie, qui sont deux domaines différents, mais qui se rejoignent aussi, pour lui. Voilà. Et notamment, alors grâce aux travaux de Jacques Berton, Alexander Ruperti, Dan Rudyard et Lise Green. Il est président de l'Université du Symbole, écrivain et consultant. Et puis, il a un site qui est très, très agréable, Réenchanter le monde. Donc, dans ces temps assez compliqués, c'est réenchanter, c'est quand même bien agréable. Alors, la Symphonie du Zodiaque, elle traite des 12 signes qui représentent également les 12 énergies, 12 étapes de la conscience humaine, en évolution, c'est-à-dire qu'on va de l'impulsion originelle du Bélier au déploiement cosmique du Poisson, et chaque signe est représenté selon différents niveaux d'organisation, niveau des principes socio-culturels, individuels, transpersonnels. Donc, c'est un livre riche d'informations sur la psychologie de chaque signe, avec finesse. Voilà. Luc Viger, il explique, il est pédagogue, il est aussi technique, très profond, et puis il y a toujours une subtilité dans les mots. Voilà. Alors, moi, je voulais vous lire un peu, juste un paragraphe de la Vierge, parce qu'elle est à l'honneur. Alors, le niveau des principes. Donc, le principe inhérent à l'énergie vierge est contenu dans ce que la tradition orientale nomme mana. Chez de nombreux peuples, ce terme désigne le mental divin, qui n'est pas pensée vagabonde des Gémeaux, mais claire vision présidant à toute création. C'est la force mystérieuse et active que possèdent certains individus et les esprits. L'acte grandiose de la création cosmique n'a été possible que par le mana de la divinité. Alors voilà, c'est juste une mise en bouche, mais c'est une lecture et on le lit, on le relit et on découvre toujours
des choses au fur et à mesure de la lecture. Ça va que chez nous, c'est un classique. Les livres de Luc Biget, c'est des livres de fond. Alors, il fait 273 pages avec les annexes. Il est aux éditions de Janus et il coûte 22 €. Je ne sais pas si c'est un livre que vous connaissez, si... Si. Je suis d'accord pour dire que c'est un classique. Hein. Ah oui, oui. Et puis, alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes qui s'intéressent. Et quand on leur met plusieurs livres à découvrir, et bien souvent, ils repartent avec celui-là. Tu n'es pas le chef, mon petit gars. Le chef, c'est vrai qu'il a décomposé. Hein. C'est vrai que Luc Biget, les signes, les planètes, les maisons, planètes rétrogrades, il a vraiment fait un travail, je dirais, dans plusieurs livres. Vous avez, je dirais, de bonnes bases sur le thème astral. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des personnes qui ont envie de partager aussi des livres qu'ils ont lus en astrologie, s'il y a des coups de cœur, ou des accords, des livres qu'ils ont pas aimés, qui les ont mis en colère. On vous écoute aussi, c'est un moment pour vous, pour aussi vous exprimer. Donc, je ne sais pas si dans vos lectures astrologiques, vous avez aussi envie de partager. C'est aussi un lieu pour ça. C'est vrai que il y a peut-être des nouvelles personnes, il y a des habitués, mais il y a peut-être des nouvelles personnes aussi. Peut-être que c'est vrai que ça aurait été bien de rappeler un petit peu le schéma, si j'ose dire, de cet atelier, à savoir, dans un premier temps, la présentation de la sélection du monde d'Uranie. Dans un deuxième temps, la parole un petit peu aux participants pour qu'ils puissent justement nous partager un petit peu leur coup de cœur ou leur coup de gueule sur un livre en astrologie. Et puis en troisième partie, quand il y a quelqu'un, c'est la présentation par son auteur d'un livre récemment paru. Voilà. Et donc maintenant, si c'est le moment de la parole aux participants. Est-ce que je peux prendre la parole sur un livre qui m'a beaucoup intéressée de Charles Caron-Bellato sur les lunaisons? Oui, allez-y. Parce que en fait, il revient sur le côté prévisionnel de l'astrologie. Et pour ça, il travaille avec la nouvelle lune avant naissance et puis ensuite tous les cycles des autres nouvelles lunes. Et il fait le parallèle entre les transits, les nouvelles lunes. Vraiment, j'ai trouvé la révolution solaire. Il parle un petit peu même des directions primaires et des progressions converses, mais ça, c'est très, très peu. Mais vraiment, ce livre m'a fait retravailler différemment les prévisions. Vraiment, j'ai trouvé qu'il était très intéressant. De toute manière, je ne sais pas si vous connaissez Charles Caron-Bellato. Non, non, pas du tout. Et vous avez la maison d'édition? Oui. Ça va arriver. Mélo. C'est sur la couverture, normalement? Non, justement, et je crains... donc est-ce que c'est de l'auto-édition? Oui, parce que édition augmentée, c'est ça. Parce que il a un site, astre au pluriel.net. D'accord. Mais .net. oui. Donc, il a fait un autre livre sur l'approche karmique de la synastrie, qui est aussi, je l'ai aussi, qui est très intéressant. Il a une approche, il travaille beaucoup, il fait beaucoup de recherches, et il a une approche très, très pointue, pas du tout perché, pas du tout, c'est un chercheur dans la pratique, je veux dire, c'est pas, il ne travaille pas comme Luc Biget sur plusieurs plans.
Il travaille vraiment sur la pratique. C'est un homme qui médite beaucoup. Il a une grande spiritualité, je dirais. Mais dans son astrologie, à part le côté karmique, mais enfin peut-être que l'astrologie est par essence karmique aussi. Voilà, donc vraiment, ça a été quelque chose de plus intéressant depuis 6 mois. Là, c'est celui qui m'a le plus intéressé, les lunaisons de Charles Bellato. C'est un homme qui vit à côté de Bordeaux. D'accord. Donc tous à Bordeaux. Il doit y avoir un nid là-bas. Oui, il doit avoir une énergie. Il y a un microclimat là-bas. Il y a un microclimat. Un microclimat, les pieds dans l'eau en ce moment. Oui. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Oui, parfait. Merci beaucoup, Marc. Voilà. Impeccable. On retrouve dessus tous les livres de Charles Parent Bellato. Oui, c'est bien. Hein? Voilà, c'est ça. Ah oui, Ah, doucement, pas trop vite. Ah là, je vois une maison d'édition, Buissière. Il y a une maison Ah oui, Buissière. Ah oui. Et là aussi. Il y a du Buissière, mais tiens, le voilà, le monsieur. Oui, ça a l'air voilà. très intéressant. Oui. Ça me parle. J'aime bien parce que il est précis et il n'a pas peur de se mettre les autres personnes contre lui, puisque je l'ai entendu dans une émission expliquer qu'il n'y avait pas de taux vibratoire, que ça n'était pas un pourcentage, c'était un niveau vibratoire. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Et que c'était justement le New Age qui avait parlé de taux vibratoire et que c'était absolument pas. On ne peut pas dire que c'est un taux vibratoire. Et j'aimerais bien que tout le monde en soit convaincu et arrête de dire que le taux vibratoire, purée, le taux, c'est un pourcentage alors que personne ne parle de pourcentage. C'est un niveau vibratoire de la personne, de la planète, etc. Voilà, c'est le seul personne. Et d'ailleurs, son livre, c'est le niveau vibratoire de la planète. Alors, moi, je l'aime bien à partir du moment où, rien que ça, à partir du moment où il ose s'afficher dans sa vérité, même si il ne va pas dans le sens de la popularité, quoi. Parce que ça aurait été plus vendeur de dire le taux vibratoire de la planète. Voilà. Ben, merci beaucoup. Oui, et puis tout ce qui est lunaison avant la naissance, moi je trouve que c'est vraiment très inspirant, très, très inspirant. Et il faut travailler ça parce que, ah là là, avec les degrés sabiens et tout, je trouve que ça vous montre le chemin de votre vie, quoi. Et les nouvelles lunes qui suivent. Enfin, oui, c'est ça. Quand on arrive à nos âges, on a la chance de pouvoir travailler sur plusieurs nouvelles lunes. Ah oui, ça. Voilà, alors donc ce livre m'a ouvert des perspectives très grandes et je l'en remercie. Voilà. Ben, c'est nous qui vous remercions. Merci pour ce beau partage. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que là, vous voyez la couverture de Luc Biget, par exemple? Oui, tout à fait, Marc. Oui. Voilà. Ok, d'accord. Bon, d'autres personnes qui veulent partager quelque chose? 3, 2, 1. Moi, je n'étais pas là pour la présentation de Madame Bécry. Quel est le titre de son livre? Ça va être maintenant. Justement, jeunesse impétueuse. Hein? C'est une entrée en matière. Merci, Myriam. Brigitte, remettez le micro, s'il vous plaît. Remettez le micro. Alors, puisque j'ai la parole, je vais en profiter. Vous me dites si je vous ennuie. Oui, j'étais dans le prévisionnel ces 10 derniers mois. Oui. Et donc, j'ai travaillé sur la magie des progressions. Alors là, attendez, c'est un Indien, mais qui est très connu, Goswami Kriyananda. Oui, c'est celui qui a fait un très bon livre sur le karma. Qu'est-ce que le karma? J'ai jamais lu un livre aussi bien sur le karma que de lui. Vous voulez pas l'écrire parce que moi Oui, ça irait mieux d'ailleurs. Oui, et Brigitte, dans l'onglet discussion, oui, avec partage avec tout le monde. Eh bien, c'est ce que je vais faire.
Alors, c'est celui-là, Kriyananda. Et voilà. Et celui-là, c'est la magie des progressions. Mais il y a aussi celui sur le karma, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est aussi fantastique. C'est le plus complet que j'ai jamais lu sur le karma. Et vous avez une maison d'édition? Ah oui, oui, pardon. Ce coup-ci, oui. Ce coup-ci, je l'ai. CK, c'est pas non plus, c'est crypté. Hein. CKYF édition. YF édition. Collection, attendez. Enseignement spirituel. Moi, j'ai écrit que la moitié de son nom. Alors là, c'est un travail très, très poussé sur les progressions, les progressions secondaires. Et vraiment, là, c'est même très didactique dans le sens où, à la fin de chaque paragraphe, il nous fait des questions pour savoir si on a bien compris tout ce qu'il avait dit dans le paragraphe. Ah, d'accord. Je vous assure que ça marche. Hein. On voit, alors voilà, il nous prend par la main et il nous explique. Alors, je vais vous donner le c'est bien parce que des livres sur des progressions, c'est pas courant. C'est pas courant, c'est pour ça. Attendez, si je fais le sommaire, il est où à l'entrée ou à la fin? Mais il a écrit énormément, cet homme. Hein. Je pense qu'avec une recherche, maintenant qu'on a le nom de l'orthographe, j'ai que la moitié du nom, vous ne voulez pas remarquer Goswami Kriyananda, vous ne l'avez pas là? Il est dans l'onglet discussion. Vous allez dans l'onglet discussion, Myriam. Je vais dans discussion, ok. Qui est quand vous bougez la souris en bas, vous avez une barre qui apparaît avec le participant, discussion, etc. Réaction, oui. Voilà. Et si vous cliquez sur discussion, vous devriez voir apparaître tout ça. Alors, je vous explique le sommaire. Introduction aux progressions, les progressions solaires, le soleil progressé en aspect à la Lune, le soleil progressé en aspect à Mercure, à Vénus, à Mars, à Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, et au soleil natal lui-même, la Lune progressée, signification, et à travers les maisons, en aspect à Mercure, Vénus, voilà, toutes les planètes. Et il continue, les aspects mutuels progressés, les aspects mutuels progressés de Mercure à Vénus et à toutes les planètes, évidemment. Il continue comme ça, aspect mutuel de Mercure progressé au Mercure natal, et il finit la progression de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, après avoir fait Mars. Voilà, c'est toujours un bouquin quand même très complet sur les progressions. Oui, oui, mais en plus, son analyse à partir des progressions est très pertinente. Je trouve que ce n'est pas simplement, ça vous demande du travail derrière. Comment vous dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que le reste, après, chacun ira un petit peu faire ses petites recherches pour voir un petit peu tout ça. Aussi, il insiste aussi sur les aspects de parallèle. Ça, ce n'est pas tous les astrologues. C'est rare, c'est en fait Ptolémée qui l'avait mis en place. Il a été perdu avec beaucoup de connaissances que Ptolémée avait mises, avec les parts, etc. Ça a été perdu. Et maintenant, lui, aspect mutuel, il en parle de l'aspect de parallèle. C'est intéressant aussi. C'est très intéressant. Tout à fait. Eh bien, merci encore, Brigitte, pour ce deuxième partage. Voilà. Merci, merci. Bon, je pense que maintenant, il sera peut-être temps de laisser la parole à Marie-Paul qui va nous parler de son dernier livre. Des premiers et derniers, on va dire. En fait, c'était un livre au départ et c'est devenu 2 livres parce que c'était trop long. Donc, merci d'abord au libraire et à Marc pour cette invitation à parler de mes livres.
Ceci étant dit, bon, je crains un peu l'exercice parce que être l'auteur de ces livres et les présenter, il y a un petit peu un conflit d'intérêts dans l'histoire. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal à dire que je suis excellente et que mes bouquins sont très bons. Donc voilà. Ceci étant dit, comme on m'a donné cette opportunité, si gentiment, j'ai quand même décidé de la saisir. Et donc, je voudrais commencer par vous raconter un peu la genèse de ce livre, de ces livres, comment est-ce qu'ils sont nés, pourquoi ce sujet plutôt qu'un autre et comment je les ai écrits. Parce que ça vous permettra, à travers cette démarche, de comprendre un peu comment s'organise le livre. L'idée du thème de ces livres, du moins du premier d'entre eux, Orion en lien avec le Scorpion, s'est imposé à moi comme une évidence dans une période très difficile de ma vie, et plus précisément au moment du décès de ma mère, qui s'est produit dans un contexte familial assez dur et conflictuel. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de cette période ici, parce que ce n'est pas le sujet, mais enfin, juste pour vous donner une idée, les difficultés du moment avaient abouti à ce que pendant 5 ans, je ne puisse plus voir ma mère. Donc, c'était vraiment quelque chose de très douloureux. Et quand elle est décédée, je me suis retrouvée aux prises avec des sentiments que j'aurais vraiment préféré pouvoir tenir à distance et si possible très loin de moi. Et comme je suis astrologue et que Saturne transitait le Scorpion à ce moment-là et qu'en plus il transitait l'un de mes maîtres d'ascendant de mon thème et la maison 8, j'ai vraiment senti la nécessité, je dirais impérieuse, d'aller explorer le Scorpion et tout ce qui en découle pour ne pas me laisser dévorer par tout ça. J'étais au départ très très loin d'imaginer que ce travail me prendrait 7 ans de ma vie, auxquels se sont rajoutées 2 années, dont une de recherche d'éditeur, et finalement j'ai fait une auto-édition. Janus avait commencé par me répondre positivement au bout de 9 mois, quand même, et puis ensuite s'est rétracté sous couvert de Covid. Donc, bon, j'en ai quand même acquis la conviction que le livre ne devait pas être trop mauvais puisqu'ils avaient commencé par dire oui. Donc, ça m'a encouragée à faire tout ce travail d'auto-édition qui est quand même aussi un travail de bénédictin, je dirais. Et alors, quand je parle de nécessité impérieuse, il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, j'avais commencé un autre livre. J'avais commencé à écrire un livre sur Chiron et l'axe des portes. C'était un sujet, et c'est encore un sujet qui me tenait et qui me tient à cœur, mais j'ai laissé ça de côté, tellement le Scorpion s'est imposé à moi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'est un peu tombé dessus comme une obligation d'une certaine manière. Si j'ai mis autant de temps à écrire ces livres, c'est parce que je suis partie dans un fonctionnement qui était très intuitif, c'est-à-dire que je n'avais aucun plan au départ et je ne savais absolument pas où mes investigations allaient me conduire, si ce n'est que j'avais plus ou moins décidé de suivre le fil du mythe d'Orion que Jacques Berton avait mis en lien avec le Scorpion, puisque le Scorpion apparaît à la fin de ce mythe. J'en profite pour rendre un hommage appuyé à cet homme dont les travaux étaient vraiment très novateurs, le sont d'ailleurs encore et très riches, et ils ont vraiment nourri et fortement marqué le cours de ma vie et encore plus de mes recherches. Et donc, ce fil du mythe d'Orion m'a menée sur quelques chemins de traverse tout à fait inattendus au départ, comme par exemple l'exploration du mythe d'Héphaïstos, le forgeron des dieux, qui là aussi s'est imposé à moi, mais alors que c'était un détail du mythe. Je vous raconte en gros, Orion, c'est le fils spirituel d'Iriéus, qui est un simple laboureur ou apiculteur selon les versions, vieux, veuf, visité par 3 dieux qu'il prend d'abord pour de simples humains. Et dans la première partie du premier livre, on va explorer ensemble cette conception très particulière de ce fils très particulier aussi, né d'un veuf sans femme, mais avec le concours tout à fait extraordinaire de 3 dieux. On va ensuite accompagner toute la jeunesse d'Orion et plus particulièrement ses amours. Qui représentent en fait la conquête progressive de différentes strates du féminin intérieur, c'est-à-dire de l'âme, c'est-à-dire qu'en fait on l'accompagne dans l'apprivoisement de cette force spirituelle qui, dans un premier temps, est une force très puissante et le dépasse un petit peu par cette puissance. Ça a beau être une force spirituelle, c'est pas forcément bien vécu.
Et donc, cette phase, c'est celle qu'on traverse en fait tous à certains moments de notre vie, puisque on pourrait l'appeler la voie initiatique du scorpion, et de métamorphose en métamorphose, on sent l'appel des profondeurs pour aller y chercher la lumière qui y est contenue, souvent par-delà les choses difficiles. Bien des déceptions et des chutes vont émailler ce parcours, dont l'une d'elles laisse Orion ivre, défait, les yeux crevés par celui qui devait être son beau-père, jeté sur une plage au bord de l'océan. Et dans ce moment si tragique, voilà qu'Orion entend l'oracle qui lui propose de se diriger vers l'est, c'est-à-dire vers le soleil levant, et autrement dit, vers lui-même dans son aspect lumineux, pour recouvrer la vue et sortir de son aveuglement. Et me voilà entraîné de mon côté vers l'exploration de l'écoute, celle du monde extérieur, mais aussi celle du monde intime, si importante dans l'axe Scorpion-Taureau. C'est en tout cas la conclusion à laquelle je suis arrivée. Et tout ça va me conduire jusqu'à l'exploration du son primordial, créateur de forme, entre autres de nous, qui a pouvoir d'organiser et de structurer le chaos en un monde vivant dont l'homme fait partie. Et à ce titre, je parle un petit peu des travaux de Chladni et de Lauter-Wasser qui parlent des ondes de forme à partir d'eau et de musique. Vous pourrez regarder sur Internet ou dans le livre, j'en parle. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionné, ce passage-là, parce que j'ai découvert beaucoup de choses intérieures en même temps. Et dans cette phase d'écoute, Orion va entendre à un moment donné l'enclume de la forge d'Héphaïstos. Et ça va l'amener à entrer dans cette forge pour écouter en fait son âme, puisque l'enclume, c'est l'âme de la forge. Cette enclume qui chante dans ce vacarme, c'est l'âme. Et nous voilà entraînés, nous aussi, à sa suite, et nous voilà conduits à aller rencontrer ce forgeron des dieux, dont la vie et l'œuvre sont d'une très grande richesse, si on veut comprendre les méandres et l'efficacité du scorpion, mais aussi son incroyable capacité à transformer les choses, à épurer un métal grossier pour en faire des œuvres d'art d'une finesse, d'une beauté rare. Au départ, j'étais un peu hésitante à faire ce rapprochement entre Héphaïstos et le scorpion, parce que je n'ai pas trop vu ça ailleurs, mais à peu près tous les scorpions et tous les plutoniens que j'ai rencontrés à ce moment-là, comme par hasard, et aussi à ce moment de mes recherches, mais aussi depuis, consultations, cours, ateliers ou des retours de ce premier livre, se sont en fait reconnus dans ce mythe très riche, dans ce forgeron rejeté par sa mère et mis à l'abri, seul dans une grotte sous-marine, où s'est opérée sa métamorphose. Ce qui m'a conforté dans cette idée d'associer ce mythe au Scorpion et à Pluton, souvent d'ailleurs en accord avec des valeurs saturniennes aussi, puisqu'on est dans la transformation du métal, du plomb en or, etc. Idem pour les personnes qui sont prises dans un processus de métamorphose, même si elles ne sont pas scorpions, puisque le scorpion nous parle aussi de nos propres processus de métamorphose, et tout le monde à peu près dans la vie passe par des périodes de crise. Donc le scorpion nous intéresse tous. Et ce mythe traduit donc à merveille aussi bien les difficultés du scorpion et des transformations nécessaires que les solutions d'ouverture de ce signe, on pourrait dire d'ouverture psychospirituelle et des transformations nécessaires et l'aspect lumineux des métamorphoses. Et il nous indique aussi comment débloquer les situations crispées et comment faire de nos instincts les plus grossiers, voire parfois violents, des outils au service de la lumière pour ne pas en être débordés. Donc, comment utiliser leur puissance dans un sens de construction plutôt que de nous laisser dévorer et absorber par le côté le plus animal. Alors, quand je suis arrivée à ce stade, je m'imaginais que je ferais rapidement la conclusion du livre, sauf que une nouvelle fois, ce qui au départ me semblait comme un détail, ça m'a entraîné vers autre chose. Et ce détail, c'est qu'Orion, une fois qu'il a quitté la forge, qu'il a retrouvé la vue, etc., décide d'aller en Crète. Or, la Crète, c'est le pays du taureau, qui est le signe opposé, vous le savez, et complémentaire du scorpion, et sans lequel il manquerait quelque chose à la complétude du scorpion. Et donc, me voilà embarqué, d'abord à mon corps défendant, dans l'exploration du taureau, à travers le mythe du Minotaure, jusque dans ses détails.
Et en fait, pour être tout à fait honnête, l'idée m'en avait effleuré assez tôt, puisque, par exemple, au début, en fait, Iréus, le père d'Orion, fait le sacrifice d'un bœuf aux 3 dieux quand il se rend compte que c'est les dieux. Mais j'avais repoussé cette idée parce que j'étais un peu apeurée par la complexité de ce mythe du Minotaure. Je me suis dit, bon, là, ça suffit. J'avais déjà écrit 300 pages, donc c'était bon. Mais finalement, je n'ai pu faire autrement que de continuer quand même. Et le fait est que là aussi, j'ai découvert des subtilités de ce signe et des aspects du taureau que je pense être assez peu mis en avant habituellement. Et évidemment, le processus taureau, là encore, comme le processus scorpion, nous concerne tous, puisqu'il nous parle de l'incarnation et que nous sommes tous incarnés et que nous avons donc tous à faire avec la matière, avec le corps, avec l'argent, avec tout ce que représente le taureau. Et forcément, si on veut vivre, on a à faire avec la matière. J'ai suivi dans ce deuxième tome à peu près le même parcours que dans le premier, c'est-à-dire le fil du mythe au départ. Mais très vite, je me suis aperçue qu'un certain nombre d'éléments symboliques revenaient vraiment régulièrement dans différents épisodes. Et donc, j'ai construit mon plan, cette fois-ci, autour de ça, c'est-à-dire d'abord autour de l'énergie du taureau, qui revient dans des tas d'histoires, hein, du Minotaure, du Thésée, etc., puis de l'omniprésence de Neptune, qu'on retrouve tout le temps à l'arrière-plan du taureau. On le retrouve d'ailleurs aussi à l'arrière-plan du scorpion, et ça m'avait un peu échappé jusque-là, même si Berton l'avait une fois dit en passant, mais c'était vraiment en passant. Dédale, lui aussi, revient régulièrement au fil du mythe, et donc il nous renseigne sur le fonctionnement mental du taureau. Et bien sûr, Vénus est très présente, ça c'est logique, elle est maîtresse du taureau, parfois sous la forme d'Ariane, mais on la trouve aussi sur tous les plans de l'amour, à commencer par les plans les plus basiques et les plus passionnels et même animaux et instinctifs, jusqu'à l'aspect le plus spirituel. Et puis enfin, dans ce deuxième volume, retour à l'histoire d'Orion avec Artémis, la lune, avec qui Orion va s'acoquiner, je dirais, ou plutôt c'est elle qui va s'acoquiner avec lui, sachant que la lune est exaltée en taureau, c'est-à-dire ensuite en scorpion, et elle en devient ainsi le socle, puisque s'il n'y avait pas de rêve lunaire dans les crises, pourquoi donc entrerions-nous dans des processus de métamorphose qui sont souvent si douloureux? Voilà. Mais ce qui est le plus important pour moi dans l'écriture de ces livres, c'est aussi le parcours qu'ils m'ont fait faire. Parce que cette exploration des mythes d'Orion, d'Héphaïstos, du Minotaure et autres, en lien avec l'axe Scorpion-Taureau, m'a vraiment conduite à ma propre métamorphose. Et si j'évoquais ce long temps d'écriture, c'est parce que je ne pouvais avancer qu'au rythme de mes propres transformations. Donc, il y avait vraiment des moments où je bloquais complètement, je relisais ce que j'avais écrit, je ne comprenais plus trop. Et puis des fois, 3 semaines plus tard, après des vacances, je le relisais et ça devenait limpide parce que j'avais fait un travail intérieur en même temps. Et donc, en fait, j'avançais au rythme de mes propres rencontres intérieures, y compris avec quelques monstres. Et certains retours de lecteurs m'ont permis de constater que ces livres peuvent conduire le lecteur à ce même voyage, en fait. Enfin, pas le même, mais le leur, mais dans le même esprit, on va dire, c'est-à-dire à entamer un parcours de transformation et de prise de conscience à travers ce voyage avec Orion. Alors, je précise aussi que j'ai souvent complété mon propos avec d'autres mythes qui passaient par là. Par exemple, Dionysos occupe une place de choix qui est associée à Neptune en astrologie, entre autres dans son rapport avec Héphaïstos, qui est très intéressant, mais aussi dans le tome 2, où il va venir au secours de la pauvre Ariane abandonnée, dans une très jolie scène, très touchante. Et entre autres, il y a aussi Mars, Vénus, Artémis, j'ai déjà dit, mais Arachné, Athéna, Prométhée, Épiméthée, Pandore, etc. Tout ce monde-là fait aussi partie du voyage. Alors, pourquoi partir de la mythologie pour parler d'astrologie? La mythologie, la plupart des astrologues savent qu'elle en fait partie, mais assez peu développent vraiment cet aspect-là profondément.
Alors que si on prend l'astrologie, le thème astral, c'est une image un peu fixe du système solaire au moment de la naissance de la personne. Donc, c'est un schéma statique. Alors après, évidemment, on peut mettre les aspects, les transits, enfin tous les mouvements qui existent par ailleurs en astrologie. Mais disons, c'est un petit peu comme une partition musicale. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que vu de l'extérieur, tout ça semble souvent très abstrait et en tout cas incompréhensible pour les non-initiés. La mythologie, elle nous parle en images. Donc tout le monde peut la comprendre. En histoires qui sont en mouvement avec des personnages, des héros qui nous ressemblent. Et c'est pour ça qu'elle va venir toucher notre monde intime et qu'elle nous relie en fait à notre inconscient. Elle nous relie à l'enfant en nous, qui laisse vibrer sa sensibilité, qui se laisse toucher. Et les mythes qui correspondent à un thème précis déroulent une histoire qui est contenue dans ce thème en germe. Et là, elle déroule ça avec différents développements possibles. Et la personne concernée va s'y retrouver, y retrouver des épisodes de sa vie, être touchée dans des aspects de sa psychologie, de sa personnalité. En quelque sorte, le mythe va animer le thème, lui donner vie, mettre en scène les symboles du thème, à première vue abstraits, à travers ces histoires très concrètes des héros et des personnages qui vont être en lien avec nos propres personnages intérieurs. Donc, on peut facilement s'y identifier. C'est comme quand la partition est jouée par les musiciens, tout d'un coup, elle devient très claire, on est touché, la musique nous touche, même si on n'est pas musicien, et elle nous touche même dans notre part sacrée. Et en fait, c'est un peu la même chose pour les mythes qui nous racontent le programme de notre âme en nous mettant en garde contre les écueils qu'on pourrait rencontrer et en nous offrant les solutions lumineuses. Et même quand on ne connaît pas ce langage symbolique. Et c'est ça qui est absolument merveilleux, parce qu'on peut lire les choses sur différents plans. Évidemment, on peut ensuite aller plus loin, et c'est ce que j'ai fait dans mes livres, et que je fais d'ailleurs toujours aussi dans mes cours, ateliers, consultations, etc. Et pour aller plus loin, on va explorer ce langage symbolique et se rendre compte qu'en fait, chaque détail, y compris insignifiant a priori, a en réalité un sens. Et ce travail symbolique va nous conduire vers des découvertes psychologiques souvent assez fines, des rencontres avec nous-mêmes dans des aspects qu'on ne connaissait pas encore. Alors, si ce travail symbolique est en partie intellectuel, dans le sens où on va compulser les différentes significations, l'essentiel de ce travail est quand même d'ordre plus méditatif, c'est-à-dire qu'on cherche à s'harmoniser avec la force qui est cachée derrière l'image symbole, ce qui revient à se laisser habiter par le symbole, à le vivre de l'intérieur pour qu'il vibre, pour qu'il soit vivant et qu'il puisse nous guider peu à peu vers la connaissance du principe qu'il représente, c'est-à-dire de l'archétype qui est derrière et qui est en nous. C'est en tout cas cette démarche de quête de transcendance qui m'a guidée dans ces livres et qui me guide encore dans les écrits suivants. Et le lecteur pourra lui aussi, s'il accepte de lire, entrer dans cette démarche, s'il accepte de lire ce qui est écrit évidemment, mais aussi s'il accepte de se laisser porter par ce qui est présent mais parfois voilé, ce qui se trouve entre les lignes et derrière les mots, qui touche l'essence, qui touche au sacré. Mais il peut aussi, j'ai eu des retours de ce style, juste lire les histoires et se laisser porter par ses émotions et ce que les aventures des héros éveillent en lui sur ce plan-là. Ou encore, il est libre d'entrer d'abord dans le côté très intellectuel et analytique des symboles et de tout leur côté analyse psychologique. En gros, je pense vraiment que ces livres peuvent se lire sur différents plans, avec différentes motivations, même pour ceux qui ne connaissent rien à l'astrologie, parce que la mythologie nous parle tous, mais qui aiment donc la mythologie, la psychologie et le symbolisme. Et puis, je terminerai en précisant que mon propos est très abondamment illustré par des thèmes d'exemples, de personnalités connues, choisies et étudiées non pas dans leur totalité, mais toujours en lien avec le sujet que je suis en train de développer, de l'axe Taureau-Scorpion, qui ressort dans leur œuvre ou dans leur biographie, histoire de vérifier que mes interprétations symboliques se retrouvent bien dans la vraie vie des vrais gens et pas seulement dans ma vie à moi. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez globalement.
Je trouve que c'est très intéressant de prendre des personnalités connues parce qu'elles ont quelque chose à nous apprendre, parce qu'elles ont vécu quelque chose un peu plus loin que le commun des mortels. Et c'est très varié, puisque ça va de Gandhi à Picasso, Rodin, Claudel, en passant par les aventures d'Alain Bombard, Maurice et Katia Kraft, Jean-Louis Etienne, Baudelaire, Mauriac, Hugo, Daudet, Zola, Balzac, Giono, Edgar Poe, Bosco, pour citer quelques écrivains, mais aussi Chaplin ou Truffaut, des psychanalystes, des chanteurs, des compositeurs, des humoristes, même des assassins, mais aussi des mystiques. C'est-à-dire que c'est un panel varié qui permettra de voir comment les choses s'incarnent selon le niveau d'évolution de la personne aussi et selon le thème. Et alors, ça permet aussi aux astrophiles d'avoir un peu de quoi se mettre sous la dent. Et ceux qui ne le sont pas peuvent assez facilement sauter les parties trop techniques. En tout cas, c'est les retours que j'ai eus de gens à qui j'ai offert mon livre, genre mon médecin, mon ex-chef de chœur et quelques autres. Donc, voilà. Bon, je pourrais vous lire quelques commentaires du lecteur, mais je vous laisserai faire vous-même. Ils sont sur mon site ou ils sont sur Amazon. Et je préfère maintenant répondre à vos questions si vous en avez. Et puis, si vous avez lu et envie de partager vos éventuels commentaires, je suis à votre écoute avec plaisir. Merci de votre attention. Merci Marie-Paul. Merci. Marie-Paul est une référence au niveau astrologie, mythologie. C'est une référence, c'est un puits de science là-dessus. Elle a d'ailleurs passé beaucoup de temps. C'est toujours agréable de l'entendre parler et de pouvoir la lire aussi, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a peut-être déjà justement des personnes qui ont lu le premier, voire le deuxième tome et qui auraient envie d'en parler ou qui ont des questions à poser suite à la présentation de Marie-Paul? Moi, je veux bien prendre la parole. Vas-y, Evelyne, vas-y. Alors, Evelyne. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci, Marie-Paul, pour ta présentation. J'ai lu, alors, je ne les ai pas dévorés parce que ce ne sont pas des livres qui se dévorent. Et c'est au contraire à apprécier à chaque ligne et à chaque page. Alors, d'une part, parce que c'est superbement bien écrit. On voit qu'il y a un travail phénoménal. J'ai découvert, oui, forcément découvert la mythologie. Et là, je suis vraiment rentrée dedans à fond parce que il y a vraiment ce parallèle avec l'astrologie qui est très, très, très parlante. Et vraiment, tu disais à juste titre, on voit le lien et on rentre sur son travail personnel, son ressenti par rapport à l'histoire. Et donc, voilà, je les ai lus vraiment, je ne sais plus si j'ai mis 1 mois, 2 mois ou 3 mois à lire chaque livre, mais on est dedans et on n'a pas du tout envie d'en sortir. C'est vraiment captivant, très, très riche. Et puis, ça apporte effectivement à bouger son chemin, à regarder différemment le thème, à comprendre, parce que bon, cet axe Scorpion-Taureau, il est fabuleux, ça c'est certain. Et puis, plein de découvertes. L'enrichissement de présentation des célébrités apporte un plus. Moi, j'ai découvert Pierre Teilhard de Chardin et je vais m'empresser de lire, de relire des romans, enfin de ses ouvrages qui ne peuvent être que très, très intéressants. Et puis, il y a également la présentation du thème de Henri Bosco, voilà, comme un peu Marie-Paul, qui m'a ramenée aux lectures de collège, de textes qu'on étudiait en classe. Et du coup, voilà, le collège est très, 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 très loin, mais je vais me replonger avec un immense plaisir dans ces lectures. Donc, ça peut être lu par tout le monde. On n'a pas besoin de faire de l'astrologie, on n'a pas besoin de faire de la mythologie parce que
Ça, franchement, enfin, moi, j'ai été mais sidérée par le travail de recherche qu'a dû faire Marie-Paul pour donner corps à ces histoires et puis qui sont fabuleuses en plus. Donc, vraiment, ben, ça a été 2 très, très, très belles lectures. Donc, j'attends la 3e lecture avec impatience. Donc, il faut reprendre là. 7 ans par livre. Mais vraiment, vraiment un grand bravo pour ces ouvrages et puis surtout le travail de présentation et de recherche et puis qui est nourri de plein de choses. C'est très, très beau à lire, c'est très, très agréable. Et enfin, justement, enfin, les chapitres, on reste enfin, moi, je sais qu'il y a des fois, j'avais envie de rester dans l'histoire, d'approfondir parce que ben, c'est ça le travail, c'est de se dire on est touché quelque part par soi et donc ça va amener à cheminer et avancer différemment. Donc vraiment super. Donc merci beaucoup Marie-Paul. Merci. Et allez-y, moi je l'ai pas payé. Hein. non, c'est vrai, on a payé. Non mais t'as très bien dit, Marie-Paul, le côté un petit peu, tout le parcours presque initiatique que tu avais dû faire tout en écrivant ce livre. Et en fait, on s'aperçoit que les personnes qui écrivent, qui lisent ce livre font elles aussi leur propre parcours. Et je trouve que rien que pour ça, c'est une richesse extraordinaire, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on sent la profondeur et qu'il y a de la recherche. On le sent. On le sent quand on prend le livre, même qu'on ne fait pas d'astro, faut le souligner, mais on sent cette profondeur et puis toute la recherche. C'est une invitation aussi à notre propre histoire. C'est ça. Et là, bon, même tout à l'heure, dans l'après-midi, je me suis replongée un petit peu. Ben, je disais à Véronique, mais c'est incroyable, c'est notre histoire, quoi. Voilà, c'est ce qu'on vit. Voilà, ça fait écho, différemment probablement, mais ça fait écho. Et puis, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va faire face? Parce qu'il y a ça aussi. Voilà. Hein. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Bon, on referme le livre. Il y a cette possibilité-là aussi. Et comme vous le soulignez au début des livres, on n'a pas besoin d'être Scorpion, on n'a pas besoin d'être non, parce pour que les livres. Voilà, c'est vraiment pour tout public. Voilà, voilà, j'ai une belle-sœur à qui j'avais envoyé le premier qui ne fait strictement pas d'astrologie et après elle m'a envoyé un petit mot en me disant qu'elle avait lu ça comme un polar et qu'à chaque page on avait envie de continuer à lire et que ça ne la dérangeait pas du tout qu'il y ait de l'astrologie qu'elle ne comprenait pas et là je lui ai envoyé le deuxième et elle m'a dit agréables. Et elle m'a dit ben en fait je trouve encore mieux et d'ailleurs ça me donne envie de relire le premier. Donc voilà. Mais je pense, bon, si j'ai mis 7 ans, c'est parce que oui, je passais des fois 8 jours à compulser 3 symboles. Et puis après, je ne savais pas comment continuer. Et puis quand j'avais bien bossé intellectuellement, un matin, je me réveille et puis j'ai la suite. Et la suite, ça va être une demi-page, mais que j'ai écrite en 8 jours. Quoi. Donc après, je crois que ce que j'essaye aussi de faire, c'est que chaque mot soit à sa place, à sa juste place. Et derrière chaque mot, il y a plein d'autres choses. Même les couvertures sont très belles. Hein. On sent cette profondeur. C'est un très beau travail. On a tout fait tout seul, en fait. C'est pour ça qu'on voulait vraiment vous mettre en avant et vous avez accepté notre invitation parce que c'est vraiment des livres qui peuvent, avec l'automne qui arrive, accompagner cette saison qui nous donne envie de relire. Quoi. Franchement, puis ça parle à tout le monde, à tout le monde. Je peux juste aussi partager mon témoignage. Bien sûr. J'ai aussi dévoré pour le coup les deux tomes. Et c'est vrai que c'est d'une richesse pour... cet axe taureau-scorpion est vraiment un périple et
il reste n'importe comment assez particulier dans les 6 axes du zodiaque. Et là, on est avec ce fil d'Ariane que tu sais manier, mais vraiment à merveille, puisqu'on voit qu'il y a toute cette démarche, certes intellectuelle, pour analyser, sortir la substance à chaque fois de ce qui peut sortir du mythe et comment ça peut s'appliquer en chacun de nous. Ça, c'est une force que tu as, Marie-Paul, qui est... voilà, qui ne nous lâche pas. C'est vraiment un travail très, très poussé, très, très profond, qui nous embarque. Et bien sûr, on a tous un axe taureau-scorpion. Le mien est aussi très marqué. Donc forcément, j'ai bien évidemment eu des échos aussi. Mais c'est vraiment pour dire que tous les détails du mythe sont détaillés. On n'oublie rien, on rebondit. C'est palpitant. Voilà. Et c'est très enseignant et voilà, je ne peux que le recommander de mon côté également. Merci, merci. Je n'ai pas payé non plus. Ça fait 2 chèques hein, quand même déjà. Hein. Et on va en discuter, Marie-Paul. Pardon? J'ai dit non, tu ne m'as pas payé, pas encore. C'est ça, il y a 2 chèques. Cela dit, tous ceux qui ont déjà lu le premier tome ne sont pas là ce soir, mais j'ai aussi eu beaucoup de retours positifs des personnes qui avaient lu le livre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, oui. Alors justement, est-ce qu'il y a d'autres réactions, commentaires? Voilà, parce que justement, s'il y a des personnes, à force d'en parler de cette façon, je suppose que ceux qui ne l'ont pas auront peut-être envie de l'avoir, hein, de se le procurer. Et donc, voilà un petit peu comment faire. Bien évidemment, vous pouvez passer par le Monde du Rani, par la librairie. Sur l'île, il est voilà. Sur l'île, vous pouvez venir le chercher en librairie. Il n'y a pas de souci. Voilà. Sur Amazon aussi. En passant par le site de Marie-Paul ou en contactant Marie-Paul avec l'adresse mail. Hein, qu'est-ce qui est le plus simple, Marie-Paul? En fait, si vous passez par moi, je vous facturerai des frais d'envoi et c'est cher. Si vous passez par Amazon, il n'y en a pas. Si vous passez par le Monde du Rani, je ne sais pas comment vous fonctionnez. En fait. Alors, pour les personnes qui habitent l'île ou les environs, ils peuvent même le commander et faire un retrait en librairie. Voilà. Et il n'y a pas de frais, de transport. Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Donc, OK. Alors, sachant aussi, pour ceux qui ne sont pas à Lille, que Amazon a des tas de défauts, on est d'accord, mais il a la qualité de m'avoir permis d'éditer mes livres qui autrement n'auraient pas vu le jour. Donc, même si je vois tous les défauts, je suis quand même reconnaissante d'avoir pu faire ça. Parce qu'en plus, il y a des outils pour faire la mise en page, etc., même si c'était une galère et que j'ai passé des mois et des mois, mais quand on ne sait pas, ils répondent, enfin, voilà. Et puis, ce qu'il y a, c'est que quand les gens achètent sur Amazon, en fait, on avance, on est référencé, on revient dans la partie visible. Enfin, moi, mon livre revient dans la partie visible. Donc, entre chez moi et chez Amazon, je pense qu'il vaut mieux prendre chez Amazon parce que ça évite. En plus, si c'est chez moi, le livre, il vient d'abord chez moi et ensuite, il va chez la personne. Voilà. Il vient quand même d'Amazon. Je ne peux pas le faire commander, je ne peux pas le commander là où il n'a pas été fait. Donc, il vient d'Amazon, il vient chez moi et ensuite, il faut que je le renvoie. Donc, en fait, au niveau écologique, ce n'est pas forcément le côté le plus… Et nous, comme il est en librairie, donc sur l'île, pour ceux qui ne sont pas de la région, hein, dans le 59 ou 62, parce qu'on n'est pas loin, on le met en vitrine. Donc, c'est vrai qu'il a aussi une vue. On est dans une rue passante, comme Thérèse a souligné, on est au centre de l'île. Il a aussi une visibilité en librairie. Voilà. Merci pour ça. C'est la place d'un livre. Hein. C'est la place d'un livre. Oui. Bon, et puis quand même, on est spécialisé en astrologie. Hein. Voilà. Voilà. Et merci à Marc et merci à l'AFDAB de faire le lien parce que c'est comme ça qu'on a découvert vos livres, Marie-Paul. Hein, et qu'après, on vous a contacté pour faire ce lien. Ouais.
j'ajoute, je compléterai avant de conclure, parce que je vois qu'il est 20 heures passées déjà quand même, que Marie-Paul sera une des intervenantes au prochain congrès de l'AFDAF qui aura lieu les 3 et 4 décembre prochains à Paris. Voilà. Donc, c'est vous dire que je n'ai pas fait venir n'importe qui. Voilà. Bien, je vais arrêter là l'enregistrement audio, vidéo. Voilà, merci beaucoup. Prochain rendez-vous le vendredi 14 octobre. Et ben, d'ici là, prenez soin de vous. Et bonne lecture. Merci beaucoup. Merci Marie-Paul. Merci Marc. Merci à tous. Merci Marie. Au revoir. Voilà. J'ai arrêté là. Voilà. Ah non, il n'est pas arrêté. Ah voilà.